Le coup tordu, ici ça parle vélo, ici ça parle cyclisme. Le coup tordu, c'est le fameux podcast des passionnés pour les passionnés. Il y a des interviews, il y a des previews. Le 296e épisode du coup tordu. Dans l'épisode précédent, on avait fait la preview de l'état des Strade Bianchi du Giro 2025. On vous a donné le top 3 d'Isaac Del Toro. Au passage, ce midi sur Twitter, on vous a donné le top 3 d'Ethan Hayter sur le contre-la-montre, la 10e étape du Giro. Mais le coup tordu, c'est des previews, c'est aussi des interviews. Et on va parler d'un projet dont on parle depuis un petit moment d'ailleurs dans le podcast, dans le coup tordu. On suit ça avec un œil attentif et on est très content d'avoir celui qui est à la tête de ce projet. Enfin, c'est un binôme. Il y a Simon Savre et Michael Amand, le fameux projet Ma Petite Entreprise. Et donc Michael est avec nous dans le coup tordu. Il sort de son run, il est plein d'endorphines, il est en pleine forme. Comment ça va, Michael ? Ça va bien, un petit peu mal aux jambes parce que le kiné m'a fait travailler hier et j'ai les cuisses qui m'ont fait un petit peu mal sur mon footing du jour. Et alors lui, il a pas mal aux cuisses. Vous l'avez vu hier dans le bistrot vélo. Enzo alias Phoenix dans le podcast. Ça va, mon Enzo ? Bah écoute, ça va très bien. Puis je suis content d'être là ce soir pour parler d'un projet très intéressant. On débriefera quand même ton petit passage dans le bistrot vélo. Ouais, bon, non, t'inquiète. Non mais c'était ça. Non mais t'inquiète. Ok, parfait. Michael, donc ouais, comme je le disais, le projet Ma Petite Entreprise, donc on en parle depuis un petit moment dans le podcast, projet totalement novateur dans le cyclisme. Je vais te laisser la main, Michael, juste pour rappeler, voilà, je pense que la plupart des auditeurs du podcast du coup tordu sont au courant du projet, mais juste te laisser la main pour un petit peu rappeler comment se monte le projet et comment ça s'organise et surtout quel est le principe. Alors le principe est de faire un peu différemment de ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on demande des millions d'euros à quelques entreprises pour pouvoir financer une équipe cycliste professionnelle. Et nous, on s'est dit qu'on allait demander plutôt à des milliers d'entreprises de participer collectivement au financement d'une entreprise, d'une équipe cycliste professionnelle et de rassembler en fait tout un collectif, tout un peloton de petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une équipe cycliste, mais qui collectivement peuvent créer ce peloton qui permet de financer cette équipe globalement. Alors là, précisément, donc on enregistre le podcast le 20 mai 2025. Précisément, alors on va faire un petit peu la suite. Il y a déjà eu deux podcasts. Il y avait Vincent Lavenu qu'on avait parlé dans Grand Plateau sur RMC. Il avait remis ça également dans Bistro Vélo. On va faire un petit peu la suite. Je pense que voilà, la plupart des auditeurs du coup tordu ont écouté ces podcasts. Donc on enregistre le 20 mai 2025. Alors là précisément, Michael, à l'heure où on se parle, précisément où en est le projet. Le projet, il est pas encore complètement financé, mais petit à petit, on s'approche d'un projet qui peut être financé pour une première équipe l'an prochain, qui serait une équipe féminine de 12 coureuses. Et on vise un budget global d'à peu près 1,5 million d'euros. Et on a environ un tiers du budget qui est financé aujourd'hui, ce qui est très encourageant parce qu'on n'est pas encore en 2026, mais ça veut dire aussi qu'il reste beaucoup de boulot, beaucoup d'entreprises à séduire et un collectif encore à créer pour qu'on soit suffisamment nombreux, parce que le nerf de la guerre, c'est d'abord de pouvoir financer ce projet dans son ensemble et bien le structurer pour lui donner de l'avenir sur du long terme. Il y a un premier rendez-vous qui est prévu d'ailleurs ce jeudi. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez présenter quoi ? Le projet à la presse, un rendez-vous justement pour les premiers partenaires ? Oui, c'est pas particulièrement pour la presse, c'est plutôt pour les partenaires. On a l'ambition l'an prochain d'organiser pas mal d'événements pour créer des rencontres, parce que le but c'est de faire un club d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui sont passionnés par le cyclisme et qui financent le projet, de les mettre en relation. Et on va débuter ça dès jeudi prochain, puisqu'on organise ce qu'on appelle nous un prologue. Donc avant de vraiment partir, avant le vrai grand départ, on fait un prologue à Paris jeudi, et on fera un prologue sur Chambéry au mois de juin. Donc l'idée c'est de présenter justement le projet, d'avoir quelques petites surprises qu'on leur présentera et que malheureusement je pourrais pas vous divulguer parce que ce serait tricher de vous le dire à vous. D'accord. Il faudra être présent. D'accord, donc ça se passe. S'il y en a d'ailleurs qui veulent participer, c'est ouvert à qui ? Des partenaires qui sont pas encore dans le projet pourraient éventuellement, qui seraient intéressés, pourraient éventuellement par prise d'infos te contacter sur LinkedIn pour aller faire un petit tour, ou c'est vraiment déjà fermé pour les gens qui vont participer au projet ?
Non, c'est effectivement ouvert pour ceux qui sont intéressés pour en savoir plus, donc qui me contactent effectivement sur LinkedIn. Alors j'avoue que là on est quasiment on pensait pas avoir autant de monde en fait. On a déjà pas mal de gens qui sont manifestés, qui sont très curieux. Notre projet attise énormément de curiosité. Il est tellement atypique dans son approche que oui, on sent que les gens ont envie d'en savoir plus, voir si c'est bien sérieux, est-ce que c'est une équipe tempête comme on en voit tous les ans, ou est-ce qu'on est sur un projet qui est crédible, qui se structure bien. Donc les gens ont envie d'en savoir plus. Alors justement, quand on va aller un petit peu sur le sportif, Michael, on parlera aussi un petit peu du business bien évidemment, mais alors quand on monte comme ça une équipe cycliste, parce que c'est vrai que le projet est pharaonique, tu l'as dit, il faut cumuler des centaines et des centaines d'entreprises, mais au niveau du sportif, donc vous avez fait venir Vincent Lavenu avec vous pour j'imagine avoir un œil éclairé sur la structure sportive, mais quand on monte cette équipe cycliste au niveau du sportif, le premier poste qu'on va chercher, la première personne, on pense à qui, on pense à quoi? On part de zéro quand même. Alors, avant de penser à un poste spécifiquement, nous, on a vraiment pensé business quand même, parce que notre souhait, c'était d'abord d'avoir une garantie de pouvoir accompagner financièrement le développement du projet. Donc, c'est vraiment avant de penser à un poste en particulier, on a travaillé sur des business plans. Et on a étudié le montant minimum qu'il nous fallait pour pouvoir garantir un salaire à l'ensemble de l'effectif, coureurs, coureuses, encadrement, équipe commerciale, équipe de communication. Donc on a d'abord travaillé ça. Et ensuite, en termes de postes, il y en a tellement de postes clés. Je dirais que dans un projet comme ça, comme dans toute petite entreprise au début, chaque poste est clé. Je dirais que le directeur ou la directrice sportive est quand même un profil très important pour la maîtrise, la connaissance du peloton, de l'attitude des coureurs et des coureuses. Ça, c'est vraiment un poste extrêmement important pour nous. Maintenant, un mécanicien va être essentiel parce que ça fait partie aussi évidemment de l'organisme, de l'organisation globale. Il faut beaucoup de gens pour faire une belle équipe, mais c'est comme pour une équipe professionnelle globalement. Quand on regarde les coureurs, quand vous faites vos pronos, celui qui gagne, il gagne aussi par l'équipe qui est derrière, avec des gens qui font des accompagnements très particuliers. Moi, je pense par exemple à Michael Cherel, qui est pas forcément le coureur qui est le plus connu qui était pas le coureur le plus connu du peloton, et pourtant ceux qui connaissent bien le vélo, ils se souviennent bien du boulot qu'il a fait devant Bardet sur une certaine étape. Et ce genre de coureurs, c'est génial parce que on les voit pas forcément. Ils sont essentiels dans l'équipe, et quand on crée une équipe cycliste professionnelle, il y a plein de gens qu'on ne voit pas et qui sont essentiels pour le succès du développement de l'équipe. Vous avez déjà des agents qui vous contactent, donc équipe féminine qui devrait voir le jour en 2026. Est-ce qu'il y a des agents qui débarquent? Est-ce que vous recevez déjà des propositions pour embaucher des coureuses ou par la suite des coureurs? Oui, forcément, il y a des gens qui nous contactent assez rapidement à partir du moment où ils voient que le projet commence à se structurer, à progresser et à s'affirmer. On a des gens qui nous contactent, qui discutent. Maintenant, on y va aussi prudemment. Encore une fois, on a un tiers du budget qui est financé. Faut aller chercher les 2 tiers. On est dans la bonne direction, mais il faut aller chercher la suite parce que la crédibilité du projet passe d'abord par ses finances. Une petite question, Enzo? Oui. Je lisais quelques articles moi, j'ai découvert le projet fin 2024, je crois d'ailleurs c'est toi Vincent qui m'en avait parlé. Et à l'époque, je crois que vous aviez quasiment 200 entreprises qui étaient partenaires déjà du projet. Est-ce que le chiffre a beaucoup augmenté depuis? Vous avez combien de TPE et PME qui sont actuellement partenaires aujourd'hui à mai 2025? Oui, il a à peu près doublé le chiffre. D'accord, oui. Oui, ça avance plutôt bien. Alors c'est encore insuffisant, mais ça avance plutôt bien, et surtout on sent beaucoup d'intérêt populaire, où les gens viennent vers nous, commencent à connaître le projet. Quand on appelle des entreprises, elles nous disent ah oui, j'en ai entendu parler. Il y en a même qui nous disent ah oui, j'attendais que vous m'appeliez.
On aurait préféré ne pas avoir à les appeler parce que c'est quand même plus rapide pour nous d'avoir des gens qui s'inscrivent naturellement. C'est ce qu'on recherche et puis après on va les appeler et après on discute avec eux pour voir comment on peut faire les choses ensemble et puis on essaie de développer vraiment un relationnel. On les connaît, il y en a beaucoup qui viennent jeudi justement parce qu'ils ont envie de faire le déplacement et de nous rencontrer en vrai. Non, ça se développe bien, c'est vraiment encourageant. Et on a une petite particularité, s'il y en a beaucoup aussi qui nous disent moi je vais vous aider quand vous existerez. Alors c'est très bien, mais on a besoin d'eux pour exister. Donc on sait que la plus grande difficulté pour nous elle est de créer cette première équipe. Pour apporter cette crédibilité. Et une fois la crédibilité mise en place, je pense qu'on aura beaucoup de gens qui seront encore plus intéressés pour participer et pour rentrer dans ce peloton. Est-ce que dans les entreprises, dans les 400 entreprises donc qui sont déjà dans le projet, est-ce que certaines ont déjà voulu mettre un petit peu, on va dire un peu le nez dans le sportif, entre guillemets, un modèle qui existe déjà. Je pense par exemple à la X-Speed, quelque chose qu'on a vu aussi chez Lefebvre il y a pas si longtemps que ça, avec un sponsor qui finançait le salaire de Mark Cavendish. Est-ce que il existe la possibilité d'avoir une entreprise qui dit voilà, je mets 50 000 € sur la table, mais ce coureur-là, c'est moi qui vais payer son salaire ou je mets l'argent sur la table, mais vous l'embauchez? Alors non, c'est pas l'objectif. L'objectif, il est plutôt à l'inverse, c'est-à-dire nous, on veut avoir la main sur le sportif et gérer le sportif. On a des interlocuteurs qui aujourd'hui nous encouragent à développer le projet et à attendre petit à petit des retours sur investissement aussi de leur sponsoring. Donc comment ils peuvent faire des rencontres, avoir de la visibilité s'ils donnent des montants plus importants. Donc on a plein de possibilités d'activer des leviers d'action pour que ce soit rentable de participer au projet. En revanche, on n'a pas de demande de diriger le sportif de la part de nos sponsors et c'est tout l'intérêt aussi du projet, on demande des montants qui sont suffisamment limités pour ne pas être dépendant du sponsor et devoir faire ce qu'il nous demande. Donc c'est aussi ça l'intérêt. Après, ce qu'on a proposé en revanche comme offre, on a la possibilité de proposer à un sponsor qui va mettre un montant conséquent, 100 000 €, de financer, d'avoir plutôt une égérie, donc une personne de l'équipe qui va représenter l'entreprise. Mais c'est pas l'entreprise qui l'a choisi. C'est nous qui travaillons dessus, c'est nous qui proposons à l'entreprise de dire voilà, on a tel cycliste qui est là et qui pourrait représenter pour vous et qui serait d'accord pour vous représenter l'entreprise, aller à un séminaire au cours de l'année, mais ça reste nous qui guidons le sportif. D'accord. Enzo, j'ai voulu relancer la carrière de Thibaut. Parce que je me suis dit, si jamais on met un peu tout sur la table, on peut, retrouver le puncher d'Eving Tourangelle, Il avait quelques mois pour s'entraîner, vu que d'après ce que j'ai compris, donc l'équipe féminine 2026. Et, vous espérez l'équipe masculine pour 2027. Ça leur a laissé un petit peu de temps pour s'y remettre, mais bon, ça sera pas pour ce coup-ci. T'allais dire un truc, Enzo? Ouais, non, en fait, c'était, moi, dans ce projet, c'est justement la partie que tu viens d'évoquer que j'avais du mal un petit peu à comprendre et à voir avec autant d'entreprises qui vont mettre de l'argent sur la table, alors certaines plus ou moins selon leur taille, selon leur possibilité. Du coup, tu disais que certains coureurs pourraient être ou membres de l'équipe aller peut-être participer à des séminaires, rencontrer les gens de ces TPE, PME, mais automatiquement, ça va pas être possible de le faire avec tout le monde. Si tu as une équipe, je dirais, d'une quinzaine de coureurs et que tu as 600 entreprises, comment gérer les attentes de chacun? On sait aussi qu'une équipe cycliste, en général, quand ils ont plein de sponsors, ils essaient de les caler un petit peu sur le maillot, partout, sur les cuissards. Et comment tu vas gérer un petit peu tout ça? Est-ce que tu as déjà une idée concrète? Oui, on a déjà des idées assez concrètes par rapport à ça. Il y a plusieurs choses. D'abord, quand on demande 750 € ou 1500 € à une entreprise, elle n'attend pas d'être sur le maillot ou d'avoir une visibilité ou des actions de communication qui sont extrêmement importantes. Ça reste un montant qui est limité pour une entreprise et c'est volontairement limité pour d'abord faire partie du réseau. Ensuite, nous, on va faire des événements, on va organiser des choses où on va inviter cette fois-ci nos sponsors qui
qui vont participer à des événements et des rencontres. Et là, on va pouvoir, ils vont pouvoir faire du réseau entre eux. On va faire des sorties vélo, les veilles de course, parce qu'on est en train de travailler sur tout le calendrier 2026 de l'équipe féminine, les courses auxquelles elles pourraient participer. Et dans ces courses où on va participer, les veilles ou les jours de course, on va essayer de faire des rassemblements, potentiellement sur des points de vente d'annonceurs. Donc on va faire du trafic en point de vente. On va pouvoir relayer ces événements-là à travers nos réseaux sociaux, à travers toute la visibilité qu'on peut apporter autour de ça. Et l'idée, c'est beaucoup plus de travailler en fait comme un média que vous êtes et d'utiliser l'équipe pour rayonner et faire mettre en avant les TPE et les PME françaises, l'entrepreneuriat français. Mais derrière, c'est de monter des actions de communication qui sont sur des montants cohérents avec l'investissement des entreprises. Donc si une entreprise met peu, elle aura des actions qui seront limitées. Si elle met beaucoup, on mettra en place des actions beaucoup plus fortes. Avec le montant que l'on vise pour l'année prochaine, donc 1,5 million, de toute façon, on ne va pas avoir 100 entreprises qui vont mettre 100 000 euros sur la table. C'est pas ça l'objectif. Donc, on a la capacité de créer pas mal de choses et de créer une visibilité qui est forte. L'autre chose qui est intéressante, c'est que nous, on a plein d'histoires à raconter. On a plein d'histoires à raconter auprès de nos partenaires et auprès des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On a une audience qui grimpe très très vite sur les réseaux sociaux parce que les gens sont curieux justement de la démarche qu'on peut avoir. Et on a aussi beaucoup de médias, des médias en ligne, qui s'intéressent à nous et qui aimeraient mettre en place des collabs. Et donc des mises en avant de partenaires de façon beaucoup plus importante. Donc il y a énormément à créer, à inventer. L'idée, nous, c'est d'essayer de créer un modèle qui est différent de ce qu'il fait aujourd'hui. Le maillot, il est réservé pour valoriser l'entrepreneuriat français. C'est ça l'objectif. On veut valoriser l'entrepreneuriat français. Aujourd'hui, la plupart des entreprises en France, c'est des petites boîtes. Et les petites boîtes, elles ont peu de visibilité. Nous, on dit, on va leur apporter de la visibilité. Et ensuite, on va utiliser tous les réseaux qui sont autour de nous, toutes nos actions de terrain, des réseaux en ligne, pour apporter de la visibilité et créer des affaires pour nos partenaires. Non, c'était vraiment moi la question qui me taraudait depuis plusieurs mois, justement, et que j'arrivais pas à comprendre comment en fait concilier les deux. Sans faire devenir vos coureurs et coureuses juste des produits marketing en fait qui feraient plus de RP que de courses. Mais du coup je comprends. Non mais c'est un juste équilibre à trouver quoi. C'est un juste équilibre à trouver. C'est une très très bonne réflexion par rapport à ça. C'est que l'objectif est évidemment pas de mettre les coureuses en permanence sur des salons ou pour les entreprises. Elles sont là pour courir, pour valoriser l'entrepreneuriat français globalement. Donc c'est d'abord ça leur métier. En revanche, il y a énormément d'histoires à faire autour d'elles, autour de la vie de l'entreprise, du développement de l'entreprise, des lieux qu'on va aller visiter à travers nos stages, à travers les courses. Et dans ces lieux, ce qui est génial, c'est qu'on a plein d'entreprises qui nous accompagnent. Donc on va aller vers elles. C'est la force du vélo, c'est que le vélo, on se balade partout. Donc comme on se balade partout, on peut rencontrer plein de gens et les gens sont prêts à faire des kilomètres pour nous rencontrer. On s'en rend compte dès jeudi où on a vu des gens s'inscrire parce qu'ils ont envie de venir, ils ont envie de partager. Donc c'est ça qu'on veut mettre en place. C'est un petit détail quand même, Enzo, tu évoquais le fait qu'on ne pourra pas tous être sur le maillot. Si, l'objectif c'est qu'on soit tous écrits sur le maillot, en petit, tout petit, mais on sera tous écrits. Un peu comme quand on fait un départ, quand on fait le départ de l'étape du tour, tout le monde se prend en photo avec son doigt écrit sur son nom. Et on pourra se prendre en photo avec le doigt écrit sur le nom de son entreprise qui sera écrit sur le maillot Ma Petite Entreprise. Alors, j'imagine. Du coup, le truc qui est bien avec le projet, c'est que peu importe où vous allez courir en France, vous serez les régionaux de l'étape. Eh oui, Enzo. Eh oui. Alors, ça c'est pas mal. Jouer à domicile, ça aide. Eh oui. C'est l'objectif. Notre objectif, c'est d'être à domicile en France. On est une équipe française, un peu franchouillarde sur certains aspects, un petit astérix dans un monde qui est en train de totalement se transformer. Et dans le monde du vélo est en train de devenir de plus en plus business et très international sur plein d'aspects. Dans certaines équipes, on parle plus qu'en anglais, même des équipes françaises. Nous, on a l'intention de parler plutôt français parce que même si certains d'entre nous parlent plutôt bien anglais, on se veut
l'esprit du vélo historique français. On veut un état d'esprit aussi particulier, d'entrepreneur, c'est-à-dire travailleur, esprit d'initiative. Il y a des choses comme ça qu'on veut donner. Et on veut que les coureuses, dès l'an prochain, elles valorisent encore une fois ces petites boîtes et se dire, quand je cours aussi pour mettre en valeur toutes les petites boîtes françaises. Et je trouve ça assez sympa de se dire que si un jour on gagne une course, on la gagne soutenue par toutes les petites boîtes françaises. Je trouve que le clin d'œil serait sympa. Alors, Michael, tu disais quand même que le but était pas non plus de transformer les coureurs et les coureuses en VRP, mais j'ai envie de dire, à un moment donné, quand vous aurez des choix à faire au niveau du recrutement, peut-être qu'aller vers un bon communicant sera peut-être mieux pour l'équipe, pour le business, que d'aller vers un coureur. On le voit, hein, des fois il y a des coureurs, c'est des taiseux. Moi je reviens un petit peu aussi sur la philosophie de Vincent Lavenu quand il était manager de Decathlon AG2R. Les coureurs expliquaient souvent que Vincent Lavenu les briefait vis-à-vis du public, ne jamais refuser un autographe à un enfant, toujours être sympa avec le journaliste. Moi j'ai toujours en tête l'exemple de Benoît Cosnefroy quand il se fait taper sur l'Amstel, qu'on lui annonce qu'il est gagnant pendant 5 minutes et après on vient lui dire non, c'est pas toi qui as gagné, c'est Katowski, et qu'il le prend avec le sourire. Moi franchement j'aurais tout cassé, et je me dis aussi que c'est probablement aussi le fait d'avoir quelqu'un comme Vincent Lavenu qui choisissait aussi des bons mecs dans son équipe et dans son recrutement. Donc ça aussi, est-ce que c'est quelque chose qui va être le profil psychologique du coureur? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui va être aussi important que la manière dont il va rouler dans le peloton? Alors clairement, un recrutement d'une équipe cycliste tel qu'on l'imagine, c'est un collectif qui doit bien s'entendre, comme dans une entreprise où on essaie de trouver des profils qui vont bien vivre ensemble, comme on dit dans les sports collectifs. Le groupe vit bien. Pour qu'il vive bien, il doit vivre bien avec le public. Le vélo, c'est un sport populaire où on est en contact direct avec le public. C'est un sport gratuit où l'échange il est extraordinaire. Et effectivement, le rôle des coureurs et des coureuses, pour moi, c'est d'être en proximité avec le public. Maintenant, leur rôle, c'est aussi de faire la course. Donc, on doit les protéger pour qu'ils puissent faire la course de façon efficace et performante, parce que on veut faire une équipe qui est performante demain. Donc, c'est un équilibre entre les deux. Ce qui est important, c'est vrai que l'esprit de Vincent, la rigueur, la politesse, le respect, c'est des choses on s'est retrouvé. C'est pour ça qu'il a choisi d'être parrain bénévole du projet. C'est qu'il a retrouvé des valeurs dans ce qu'on a envie de mettre en place et de vendre à tout le monde, c'est-à-dire de vendre une équipe populaire, accessible, entreprenante. Si on arrive à mettre ça en place, et donc si on recrute pour l'an prochain des féminines qui ont cet état d'esprit-là, ouais, c'est canon, c'est sympa. Et au-delà du résultat, on le voit quand moi par exemple j'ai adoré quand Romain Grégoire a essayé de s'accrocher pendant le Milan-San Remo. Alors quand il pète bien, mais j'ai trouvé que cet esprit, dire je vais y aller jusqu'au bout, je vais m'accrocher jusqu'au bout et je fais cet effort jusqu'au bout, c'est un état d'esprit, je trouve, qui est génial. Ça fait un bien fou de voir des coureurs qui se mettent à la planche comme ça, et tant pis s'ils pètent. Moi je trouve ça joli, voilà. Donc on aimerait trouver cet esprit-là. Maintenant on va voir aussi d'abord ce que les finances nous permettent. Encore une fois, je reviens sur les finances, mais c'est un point important. Qu'on mette les féminines dans un bon état d'esprit et qu'elles se sentent libres de jouer leurs cartes, de s'amuser et de s'amuser entre elles pour faire des belles courses. Je pense qu'on a la possibilité d'offrir ça, et on a la chance aussi on n'a pas un sponsor qui nous demande d'avoir des heures d'antenne. Nous, les sponsors, ils nous demandent pas ça, ils nous demandent de créer quelque chose de nouveau, de casser des codes, de se rencontrer, de se connaître, et de proposer au public global une équipe qui ne ressemble pas aux autres. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, en toute humilité, parce que c'est difficile, parce que on va avoir plein d'obstacles au fur et à mesure, ça fait partie du jeu, mais c'est ce qu'on a envie de faire, et honnêtement, on reçoit
tellement de messages de gens qui nous encouragent que ça nous motive. On a l'impression nous-mêmes d'être poussés comme si on était encouragés dans un col. C'est quoi la principale difficulté à l'heure qu'il est, Michael, le truc qui est vraiment le plus le truc le plus dur voilà. Le plus dur, c'est d'avoir le numéro de téléphone de l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui aime le vélo. D'accord. C'est la seule difficulté. Parce qu'après, quand on l'a au téléphone, en général, au début, ils nous disent on n'a pas trop le temps, on parle vélo. Et puis, en fait, quand on parle vélo, on a du temps parce qu'on est passionné. Et ils nous disent vu le montant, ça vaut le coup de participer, ça vaut le coup d'en être. Le principe, c'est d'en être. C'est d'être dans un projet qui est différent, qui n'est pas exclusivement pensé sur un tableau Excel avec un retour sur investissement direct, mais c'est de faire quelque chose de passionnel. Et se dire qu'en 2025, on a encore la possibilité de faire des choses avec passion et qu'en plus, ça peut nous servir d'un point de vue business, c'est génial. Et notre difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir les numéros de téléphone de tous ces gens, tous ces hommes et ces femmes qui dirigent des boîtes, qui bossent très dur, qui n'ont pas du tout les moyens de se payer une équipe cycliste professionnelle eux-mêmes, mais qui se disent, dans un collectif, ça vaut le coup. Donc mettons-nous ensemble et puis créons cette aventure différente. Non, là j'écoute tes questions, c'est à peu près les mêmes que les miennes, du coup je rebondis pas exprès, t'inquiète. D'accord, ok. Michael, une petite question sur la philosophie de l'équipe. Est-ce que vous avez, alors on a compris que vous étiez vraiment sur l'idée de financer, de ramener les sous, mais je pense quand même que ma petite entreprise, il y a des équipes par exemple qui sont plutôt on va dire formatrices, il y a des équipes qui aiment bien relancer des coureurs. Voilà, par exemple pour l'équipe de Nantes, on voit rarement un coureur qui a plus de 25-26 ans, même si Anthony Ravard, de temps en temps il aime bien relancer un ou deux coureurs. On a des équipes qui aiment bien justement relancer des mecs qui sont assez proches de la retraite. Est-ce que vous avez eu le temps de vous poser pour réfléchir un petit peu à ce que serait la philosophie de l'état d'esprit de ma petite entreprise? Oui, on a commencé à travailler dessus parce qu'il faut tout de suite se mettre en position pour proposer des contrats prochainement à des coureuses. On a la chance en France d'avoir un réservoir qui est en train d'énormément se développer sur les féminines et sur les jeunes féminines. On l'a vu dans les classements des catégories jeunes les années précédentes. La France est en train de sortir énormément de talents, donc ça c'est super. Il y a des équipes formatrices qui sont de très très bonne qualité, notamment pas très loin de chez nous à Chambéry. Il y a une très bonne formation. Donc l'idée c'est d'abord d'avoir un état d'esprit au niveau des coureuses, donc un état d'esprit collectif, entrepreneurial qui va être vraiment important. Et ensuite c'est d'avoir un mix avec bien sûr des jeunes en formation et puis peut-être quelques profils plus expérimentés pour pouvoir emmener et avoir des résultats très vite. Donc c'est de trouver un bon équilibre là-dessus. Les échanges et les différentes discussions qu'on va avoir dans les prochaines semaines, les budgets qui seront disponibles nous permettront aussi d'y voir plus clair. Mais ce qui est amusant, c'est que on a parfois des contacts avec des coureurs ou des coureuses qui nous disent moi, mes parents ils sont entrepreneurs, donc je comprends ce que vous faites. Et rien que ça, c'est déjà bien. C'est déjà super intéressant de comprendre notre démarche. Et il y a vraiment des coureurs qui comprennent notre démarche, qui trouvent ça audacieux. Et en général, les coureurs audacieux, c'est quand même sympa à suivre. Vous qui faites des pronos très régulièrement, vous parlez souvent des audacieux justement, et c'est ce qu'on aime suivre quand même. Mmh. Vous regardez pour la course. Pour les féminines, vous regardez aussi un petit peu du côté des autres sports. On voit pas mal de triathlètes dans le vélo féminin. On voit aussi certaines filles qui parfois viennent de l'athlétisme. On sait qu'au niveau pro team, des nanas avec une grosse VO2 max, ça peut aussi aider quoi. Ouais, tout à fait. Il y a le VTT aussi où il y a beaucoup de profils VTTistes qui viennent vers la course aussi. Après, la difficulté, faut savoir frotter dans un peloton. C'est pas évident. Ça fait partie du métier, ça s'apprend, mais ça fait partie aussi des choses importantes parce que quand on veut faire des courses importantes où ça frotte, on a beau avoir un gros moteur, si on sait pas frotter, on n'est pas capable de suivre un peloton.
Enzo, je sais que tu dois nous quitter. Tu avais une petite dernière question à poser avant de partir. Non, mais je m'excuse, Mickaël. Là, je vais devoir vous abandonner. Alors, c'est super intéressant. Enfin, vraiment, c'est pour ça que j'écoute sans rien dire, parce que j'apprends un peu le projet, que je découvre un peu plus en profondeur. Donc, je vais écouter le reste du podcast quand tu vas le poster ce soir pour écouter la suite. Mais je voulais te remercier d'avoir pris du temps pour nous expliquer tout ça, de répondre à nos questions de manière très ouverte à chaque question. Voilà, et je m'excuse encore, je dois vous laisser. Bon, pas de souci. Preview de l'étape 11 du Giro sur ton site, Enzo. The Big Game. Ouais, dans la nuit, comme d'habitude. D'accord, on découvrira ton pronostic dessus alors. Voilà, c'est ça. Ça marche. À très vite, Enzo. Ciao, merci encore, Mickaël. Ciao. T'as le temps Nous, on avait souvent dans le podcast. Tu connais Valentin Gauss de Side Limit, ou t'as eu l'occasion d'échanger un peu avec, ou jamais? Non. D'accord. Ok. Tu vois ce que c'est, Side Limit? Non, j'avoue que je connais pas. Ah bah voilà, on aura peut-être un jour l'équipe Ma Petite Entreprise sur Side Limit. Bon, Side Limit, c'est un projet qu'on suit depuis le départ dans le coup tordu. Tu vois le principe de Sorare? Voilà, c'est exactement la même chose. Enfin, c'est exactement. Les projets ont évolué, mais c'est à peu près le même principe dans le vélo, en fait. Donc nous, managers, on achète nos propres cartes de coureurs, et donc après on compose nos équipes. Et puis ce qui est sympa pour les équipes, c'est quand on achète les cartes des coureurs, il y a aussi une part de l'argent qui revient directement aux équipes. Donc les plus gros, c'est la Tudor et Israël qui sont déjà dans le jeu. Il y a la Kern Pharma, il y a plein d'équipes. Et donc souvent nous, Valentin, il nous explique dans le podcast que depuis qu'il a lancé Side Limit, il a plus du tout le temps. Enfin, il a beaucoup moins le temps qu'avant de regarder le vélo. Toi, est-ce que tu arrives encore un petit peu là, on parlait du Giro avec Endo, est-ce que tu arrives encore à regarder des courses? Oui, j'arrive à regarder. D'abord, j'adore ça. C'est une passion. Je pense que c'est aussi important de suivre, d'être dans le milieu globalement. Je regarde beaucoup en replay. Donc, j'essaye de pas regarder les sites internet quand les courses sont arrivées, pour pouvoir regarder le replay après. Pendant le Tour de France, j'ai du mal à travailler, j'avoue, parce que je suis bloqué devant le Tour et je suis hypnotisé par ça. Pendant les grandes courses, globalement, je regarde le cyclisme féminin depuis déjà un petit moment. Et puis, ce qui est bien, c'est que maintenant il y a beaucoup de courses qui sont diffusées, donc ça c'est top. Et parfois, je trouve le cyclisme féminin plus intéressant que le cyclisme masculin d'aujourd'hui. Donc, parce que ça joue beaucoup, ça progresse énormément. Il y a une vraie évolution qui est passionnante dans le cyclisme féminin, et puis en plus on a des ambassadrices françaises qui pèsent lourd aujourd'hui dans la médiatisation de ce sport, et le sport cyclisme marchera de mieux en mieux s'il y a des stars aussi comme Evita Music, comme Pauline qui prennent de la place et qui font des courses de folie. On va voir dans les prochaines semaines ce que feront les Françaises, mais on voit qu'elles sont de plus en plus performantes. Elles sont pas loin de la gagne sur des grosses courses. Elles ont même Pauline a gagné donc Paris-Roubaix, donc c'est top. Et j'avoue que je passe de plus en plus de temps à regarder parce que c'est une passion. Maintenant, moi je suis pas responsable de la partie sportive. Il y a des gens qui sont plus compétents que moi là-dessus, qui connaissent parfaitement les coureuses, la façon dont elles courent et tout ça. Moi, je regarde par passion. Mon boulot, c'est d'essayer de mettre en place ce collectif pour avoir un modèle économique qui tient la route dans la durée pour cette équipe. C'est en train de venir. Vous disiez au début qu'on travaillait avec Simon sur le projet. On est plus nombreux que ça. Et puis celui qui est à l'origine du projet, c'est Émeric Ducret, qui a pensé le projet au début, qui est venu me frapper à ma porte et me dire tiens, pour info, j'ai envie de créer une équipe cycliste professionnelle. Je me suis dit cool, il y a un mec plus fou que moi. Et du coup, j'y suis allé, j'ai suivi parce que je trouve ça bien de proposer quelque chose de différent. Ça fait du bien et beaucoup de gens nous disent c'est frais. C'est frais de proposer quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, il y a d'autres équipes qui sont en train de monter des choses un peu différentes comme ça, et je trouve ça très 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 bien. Ça fait du bien.
Ouais, Michael, j'ai envie de dire au niveau du cyclisme féminin, je pense que vous arrivez pile poil au bon moment parce que c'est vrai que voilà, il y a une vraie hype actuellement. Vous avez communiqué sur le fait de viser le Tour de France pour 2030. Donc on imagine voilà le Tour de France féminin. Quel est le mode? On connaît voilà, au niveau du cyclisme masculin, on sait qu'il faut arriver dans le top 30 UCI, qu'après il y a des systèmes de wildcard ou alors intégrer le World Tour. L'accessibilité pour intégrer le Tour de France au niveau féminin, quel est un petit peu le mode le processus de qualification? Alors, je le connais pas parfaitement parce que pour le moment, on s'est pas encore totalement soucié de ça, mais on a commencé à regarder un petit peu. On a regardé aussi quelles équipes avaient été sélectionnées cette année pour participer au Tour de France. Donc, il y a des équipes World Tour qui existent déjà chez les féminines. Il y a quelques équipes Pro Team et des équipes Pro Team qui ont été invitées. Donc, on est un peu sur le même système que les hommes, où il y a des équipes qui sont de toute façon présentes de par leur classement, et d'autres qui vont être invités. Donc nous, on se dit que sur les féminines, on n'a pas du tout envie d'attendre 2030 pour pouvoir participer au Tour de France, et suivant le budget qu'on arrive à atteindre pour l'an prochain, on s'interdit rien. C'est-à-dire que quand vous parliez de 2030, vous pensiez Tour de France masculin? Oui, à l'origine du projet, c'était ça. À l'origine, pour être tout à fait transparent, on espérait lancer une équipe hommes et femmes dès la première année. Maintenant, il faut être très clair, on n'a pas les budgets nécessaires. Et puis, ça demande une organisation, une logistique qui serait trop compliquée à mettre en place et qui risquerait de mettre en difficulté les deux équipes. On voit bien, il y a beaucoup d'équipes, même de haut niveau aujourd'hui, qui ont du mal à faire vivre et leur équipe masculine et l'équipe féminine. Donc, on a réfléchi, on s'est dit, bon, on va attaquer d'abord par une équipe féminine. Ça va être ça au départ, et du coup, notre ambition sur l'équipe féminine, c'est d'attaquer direct en Pro Team, donc en deuxième division, et d'avoir une équipe d'un bon niveau pour pouvoir participer aux plus belles courses, et pourquoi pas la plus belle course si on a la chance d'être invité par les organisateurs. Alors tu parlais un petit peu de toute cette gestion administrative. Il y a quelques jours, Marc Madiot, alors lui, il était plus sur le sportif, mais il a été très critique vis-à-vis de l'IA, de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'IA va avoir un grand rôle à jouer dans le projet Ma Petite Entreprise, à savoir que vous vous dites, mais avec toutes les avancées technologiques, encore une fois, que ça soit sur le plan administratif et sportif, vous dites que ça va quand même énormément vous aider et que peut-être ce projet, il y a encore 5 ans, n'aurait pas pu voir le jour? Alors, d'abord, on fait un projet humain, puisque l'objectif, c'est de mettre en commun des milliers d'entreprises et des milliers de gens qui sont passionnés par le sport et l'entrepreneuriat. Donc, avant de faire de l'intelligence artificielle, on va essayer de faire de l'intelligence humaine et du collectif et un peloton humain. Maintenant, dans ce contexte, il est évident qu'il y a de plus en plus de data aujourd'hui dans le cyclisme, et cette data, elle est utile et elle peut être exploitée pour arriver à faire des choses différentes. Nous, on l'utilise sur certains aspects dès aujourd'hui pour aller créer des contenus, pour aller rechercher des informations, générer des images, des choses comme ça. Donc, on utilise l'IA sur certains aspects, mais le cœur du projet, il est d'abord humain. Donc, c'est de faire se rencontrer des gens qui sont passionnés et qui créent de l'emploi aujourd'hui en France. Tout à l'heure, Michael, tu parlais de la monétisation directe ou indirecte pour les équipes qui rejoindraient le projet. Est-ce que vous avez un petit œil attentif sur les évolutions? On parle du projet One Cycling qui pourrait peut-être inciter à un moment donné ASO à faire croquer un petit peu les équipes au niveau des droits télé. Est-ce que c'est quelque chose qui est que vous regardez de loin ou absolument pas? On le regarde de loin, on le regarde comme on lit tous les articles sur le sujet, évidemment. Maintenant, aujourd'hui, encore une fois, on pense le projet comme une entreprise avec un modèle économique. Notre modèle économique, il est principalement basé sur cette approche de financement participatif et de milliers de sponsors qui vont participer. Mais à terme, le projet a d'autres évolutions économiques qui lui permettront d'être encore plus solide dans la durée. Donc on les présentera d'ailleurs jeudi aux personnes qui seront présentes. Donc c'est un projet qui
qui a plusieurs étages, qui va pas mal évoluer et qui est très construit en logique d'entrepreneur et donc de modèle économique. Donc, et dans ce principe-là, on n'a pas mis les droits télé comme un élément qui permettrait de financer le projet. C'est quelque chose qui peut arriver. C'est une vraie opportunité pour beaucoup d'équipes, hein, c'est vrai. Maintenant, on voit aussi que sur certains sports, notamment dans le foot, où c'est un élément central du foot, mais ça crée aussi des complexités quand les contrats de diffusion ne sont pas très bien gérés. Moi, c'est un petit peu la dernière question que j'avais à te poser, Mickaël. Quand j'avais écouté, c'était dans Grand Plateau, je crois, Jérôme Pinault qui parlait du projet. Je pense que tu as dû écouter le podcast. À un moment donné, il y a quelque chose qui m'a fait bon. Alors, j'aime bien Jérôme Pinault, en plus, et qui suit les réseaux sociaux du Coup Tordu, donc voilà, c'est absolument pas agressif. Mais lui a été à la tête d'une équipe cycliste et il a insisté là-dessus. Et moi, j'étais de mon petit niveau, j'étais pas d'accord avec lui. Ça m'a fait bondir. Il a dit qu'il y avait pas d'argent à gagner dans le vélo. Alors j'imagine que les équipes qui vont venir dans ma petite entreprise, c'est pas, on va dire, la vocation première. Il va pas y avoir de la monétisation directe. Il va y avoir des choses, comme tu l'as expliqué, qui peuvent à un moment donné permettre à des équipes de faire du business. Mais est-ce que quand tu l'as entendu dire ça t'a pas fait un petit peu, il a surtout bien appuyé et bien insisté là-dessus, est-ce que ça t'a pas fait, entre guillemets, un petit peu bondir? Alors, moi, ça m'a fait bondir. Oui, j'entends bien. Je remarque effectivement, je ne sais pas s'il l'a dit sur le fait qu'il n'y a pas d'argent à faire quand on est dirigeant d'une équipe cycliste professionnelle, où là j'aurais plutôt tendance à penser la même chose, c'est-à-dire moi je ne vais pas être riche en créant ma petite entreprise équipe cycliste, c'est pas l'objectif en soi. Donc c'est pas l'objectif pour nous de faire le maximum de business pour nous à travers ma petite entreprise. Il y a beaucoup d'autres entreprises ou projets d'entreprises qui seraient plus rentables là-dessus. En revanche, pour les annonceurs, participer à des projets et financer des équipes cyclistes, c'est extrêmement positif. Aujourd'hui encore, tout le monde connaît Brioche la boulangère. Ah bah oui. Non mais bien sûr, voilà. Mais moi je peux t'en citer des milliards d'exemples. Tu vois, Chazal, s'il n'y avait pas eu Vincent Lavenu, je connais pas Chazal, quoi. C'est Chazal qui est un très bon partenaire effectivement historique de Vincent. On le connaît encore aujourd'hui. Donc en termes de notoriété, ça apporte beaucoup. Maintenant, la notoriété, ça fait pas du business directement. Donc c'est arriver à transformer cette notoriété en business, mais ça c'est le rôle aussi des entreprises. C'est pour ça que nous, dans notre projet, on a différentes actions qu'on propose à nos partenaires en fonction du montant qu'ils apportent pour faire partie du réseau d'affaires, pour leur apporter de l'image, de la visibilité, du trafic en point de vente, pour leur créer des contenus spécifiques et des publi-reportages qu'on va réaliser pour eux en vidéo chez eux, pour créer de l'influence directement pour eux. Donc il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Et ce qui est génial, et à l'instar de ce que vous faites, vous, dans le monde des médias, que ce soit sur les podcasts ou à la radio, c'est un média. Vous avez un support média avec une audience qui vous écoute. Cette audience vous écoutant, elle peut se reconnaître dans des marques qui sont partenaires de cette audience. Et c'est ce que vous faites, vous. Et moi, je trouve ça canon. Moi, je viens du monde des médias. Je pense que il y a des choses à utiliser autour de ça pour le proposer de façon différente dans le monde du vélo et pour apporter, encore une fois, faire du trafic en point de vente aujourd'hui, c'est une des vraies complexités de beaucoup de magasins. Les gens sortent de moins en moins facilement. Si la veille d'une course, quand on va être, j'en sais rien, au départ d'une course en Ardèche on dit on se retrouve la veille tous ensemble et on va faire un regroupement des partenaires de ma petite entreprise à tel endroit, tel magasin, en fait on va faire du trafic en point de vente. Et donc ça, c'est aussi tout ça qu'on veut mettre en place, qu'on veut développer de façon personnelle auprès de nos plus gros partenaires. Aujourd'hui, on n'a pas encore attaqué les gros partenaires. On est d'abord là pour le réseau de petits partenaires collectifs de ce réseau d'affaires, mais petit à petit, on va évoluer pour ouvrir des portes auprès d'entreprises qui sont prêts à investir un petit peu plus et à faire développer rapidement le projet Ma Petite Entreprise.
Donc nous, en tant que fans de vélo, on pourra par exemple suivre les aventures de ma petite entreprise. Voilà, j'imagine que c'est un film, un feuilleton que vous allez faire vivre par exemple sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Complètement, on a commencé à le faire beaucoup sur LinkedIn parce que en fait, on a pas mal d'entrepreneurs qui sont sur LinkedIn et qui aiment nous suivre dessus. On est sur Instagram, Facebook. On va ouvrir effectivement un environnement sur YouTube et on va développer petit à petit ça, nous de notre côté, mais aussi avec des partenaires qui ont déjà une audience très forte et avec qui on va développer des programmes en commun. Donc voilà, donc nous en tant que fans de vélo, voilà, pour participer au projet collaboratif, n'hésitez pas amis auditeurs du Coup Tordu, à vous abonner, à suivre ma petite entreprise parce que voilà, c'est important de vous donner de la force dans le projet. Puis bien évidemment, plus vous serez puissant, plus ça donnera envie à des entreprises de rentrer dans le projet. Donc le budget d'investissement, c'est premium, c'est le plus bas, c'est 750 €, hein, c'est ça? Oui, aujourd'hui, c'est 750 € pour les entreprises pour rentrer dans le projet, 750 € par an. L'objectif, c'est que ça coûte globalement un bon resto par mois et pas plus, pour pas que ça ait d'impact sur la trésorerie des entreprises, en tout cas le moins possible. Nous-mêmes, on est entrepreneurs, on sait à quel point ça peut être compliqué de pouvoir financer son entreprise et que la trésorerie est un élément important, donc on veut pas avoir un impact trop fort sur les entreprises, mais on veut leur proposer de faire partie du peloton. Ils ont des abattements d'impôts quand ils participent à ce genre de projet ou... Alors ils font baisser leur impôt sur les sociétés puisque ça fait baisser leurs revenus, c'est une charge comme un sponsor. En revanche, on met pas en place de logique de défiscalisation dessus. Pourquoi ? Parce que c'est réservé pour les associations. Et l'objectif pour nous n'est pas de prendre la place et le modèle économique que les petits clubs locaux ont. Aujourd'hui, les clubs locaux, leur modèle économique, c'est justement de proposer de la défiscalisation aux entreprises qui les financent. Nous, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est vraiment de faire du sponsoring, de participer à un projet très spécifique autour de ça. À côté de ça, on va mettre en place des logiques plus associatives. On a un vrai projet d'accompagner les coureuses dans leur formation continue et d'utiliser notre réseau d'entreprises pour pouvoir préparer les coureuses à l'après-carrière, parce que c'est une vraie problématique, on le sait, des coureurs cyclistes, il y en a beaucoup qui ont du mal en fin de carrière à savoir ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent le faire. Donc nous, ce qu'on voudrait mettre en place, c'est de proposer aux coureuses d'utiliser justement notre réseau d'entreprises pour aller découvrir un peu des métiers, les connaître, faire des webinaires par nos sponsors qui présentent leur entreprise. Par exemple, on a des entreprises dans le jardinage qui sont sponsors. Elles peuvent venir pendant 20 minutes expliquer un peu leur métier et pourquoi pas inviter une coureuse à venir voir un peu comment ça se passe. La formation pour nous, c'est vraiment un point important parce que ce qui nous ferait super plaisir, c'est qu'à la sortie de leur carrière, les coureuses, par exemple, puissent devenir entrepreneuses elles-mêmes. Ce serait génial. Oui, pourquoi pas travailler, avec l'un des partenaires comme tu viens de dire. C'est complètement. Ouais, c'est on voit que tout est réfléchi, tout est optimisé du début à la fin. C'est génial. Voilà, nouveau modèle. Ma petite entreprise et donc juste Mickaël pour terminer. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a un restaurant, un dentiste, qui a un petit budget peut vraiment investir. Il y a pas de restriction au niveau des partenaires. Non, pas du tout. C'est vrai. On a des dentistes, on a des kinés, on a des restaurateurs, on a des paysagistes, on a des dirigeants d'entreprises un petit peu plus importantes qui font des cuisinistes, il y a de tout. Aujourd'hui, on a une telle diversité. C'est ça qui est passionnant, c'est qu'en fait, on est tous issus de milieux assez différents finalement, mais quand on met un cuissard et un maillot, on est tous les mêmes. On est des humains et on doit appuyer sur les pédales pour avancer et c'est notre passion. Et on a des gens mais tellement différents au téléphone. En revanche, dès qu'on parle vélo, on est les mêmes. D'abord, on se tutoie en 2 minutes et puis c'est quoi le projet ? C'est quoi combien de kilomètres par an ? Est-ce que c'est plus pour se déplacer très simplement ? On a beaucoup de partenaires aussi qui nous soutiennent non pas pour le côté sportif et résultat,
Mais pour côté activité physique du vélo, déplacement à vélo, mobilité douce, on a énormément de gens qui nous soutiennent pour ça. C'est passionnant. Et l'autre point qui est assez incroyable, c'est qu'on a pas mal de mails de particuliers qui n'ont pas d'entreprise qui nous écrivent et qui disent mais nous aussi on aimerait bien que ce projet existe et comment on peut faire pour vous aider. Et ça, on l'attendait pas du tout. Et c'est possible ou compliqué? Du coup, on y réfléchit parce que c'était pas du tout prévu au début dans le projet, mais on a reçu pas mal de mails de gens qui disent mais votre projet il fait du bien, il est différent, il est populaire dans le bon sens du terme et comment on peut faire. Donc on y réfléchit. C'était pas prévu, mais j'avoue que si on reçoit d'autres mails encore comme ça, on va commencer à se poser des questions d'ouvrir un peu plus la possibilité, toujours dans la logique de défendre l'entrepreneuriat français. Nous, ce qu'on veut, c'est donner envie aux gens d'entreprendre des choses, de faire, de créer, de développer. Et moi, je suis entrepreneur depuis quelques années. Mes parents n'étaient pas du tout entrepreneurs, c'était 2 fonctionnaires, donc je sais pas ce que je fais là. J'ai un développement très particulier là-dessus, mais j'adore ça. C'est compliqué, c'est très dur. Il y a des moments durs. Il y a des moments où on déprime quand on est entrepreneur, où on se sent seul et où justement on a besoin de collectif. Et nous, c'est un peu ce qu'on veut proposer aussi, c'est de dire, même si on fait des métiers différents, on a la même philosophie, il faut qu'on se regroupe, il faut qu'on se retrouve pour se serrer les coudes, comme on dit. Et comme dans une équipe cycliste, on est ensemble. Alors il y en a qui sont plus meilleurs que d'autres, il y a des leaders, mais le leader, encore une fois, sans équipier, ça marche pas. Dans nos sponsors, il y a beaucoup plus gros que nous, beaucoup plus gros que moi, ce que je peux être comme entrepreneur, mais c'est ok, on est ensemble et on crée ensemble quelque chose de nouveau. Ouais, mais moi je sais pourquoi, Michael, pourquoi tu y vas, ce fameux jour où ma petite entreprise va remporter sa première étape sur le Tour de France. Voilà, amis du coup tordu, réfléchissez, vous repenserez à ce podcast quand vous verrez Michael en larmes à la télé. Voilà, on est parti de rien et on a été le faire, on a été la chercher. Donc voilà, tu vas tout simplement pour vivre des émotions et voilà, c'est ça, c'est le sport, c'est ce qu'on aime, et puis faire partager toutes ces émotions à tous ces entrepreneurs qui vont investir dans le projet et qui vont et au public, bien évidemment. Pour ceux qui sont intéressés, on clique où, on fait ma petite entreprise sur internet, on est redirigé, on trouve toutes les informations. Voilà, on est derrière Bachoum dans le classement sur Google, quand même. Oui. Donc on cherche ma petite entreprise. C'est vrai. Donc et on le restera, je pense, longtemps. Mais si vous mettez ma petite entreprise cycliste, vous arriverez à nous trouver facilement. On est présent sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook. Vous nous envoyez un message, on répond. Nous, on adore avoir des messages de soutien, des idées aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont été créées et qui se créent petit à petit sur le projet, parce que les gens nous proposent et nous donnent des idées. Et c'est vraiment un projet collaboratif. Un détail, le maillot qui a été créé, ma petite entreprise, c'est un vote du public. Pour la première fois, une équipe cycliste a un maillot qui est choisi par le public et non pas par un sponsor. C'est le public qui a voté. On a fait un vote en ligne sur Insta, Facebook, Strava et LinkedIn. Et c'est des gens qui ont voté. Voilà. D'accord. Donc, incroyable. Ça, oui, c'est un peu différent parce que nous notre soutien, c'est le public. C'est pas une grosse boîte derrière, c'est cette originalité. Donc il va falloir beaucoup de public pour qu'on y arrive, mais c'est déjà très encourageant ce qu'on a aujourd'hui. Donc on est dans la bonne direction. À nous d'aller jusqu'au bout. Et les coureuses et les coureurs qui voudraient postuler pour courir éventuellement, alors les coureurs, on a compris que ça serait pas pour 2026, mais on espère pour 2027. Voilà, si quelqu'un veut éventuellement postuler, c'est pareil, recrutement, vous étudiez les propositions? Oui, tout à fait. On reçoit régulièrement des emails de gens qui nous contactent pour se présenter et on répond à tout le monde et on garde tous les profils. Après, il y en a qui ont plus de potentiel que d'autres. Il y en a qui rêvent. Moi, je rêvais sans doute quand j'étais gamin au vélo club d'Avranches de devenir professionnel. Bon, j'avais pas les capacités pour l'être, ni peut-être la rigueur qu'il faut pour l'être.
J'aurais pu envoyer un mail à une équipe comme ça et ils auraient peut-être dit lui il a vraiment pas le niveau. Mais c'est pas grave, c'est bien d'avoir ses rêves. Je pense que c'est important. Moi, quand j'ai créé ma boîte, honnêtement, surtout j'étais dans d'une famille qui était pas du tout dans l'entrepreneuriat. Je savais pas du tout si ça allait marcher, si j'allais pouvoir embaucher des gens, si j'allais pouvoir en vivre. Mais c'était un rêve, j'avais envie de créer quelque chose. Et je pense qu'il faut vivre de ses rêves. Et Vincent Lavenu, depuis qu'il est revenu dans l'histoire, là, son téléphone, je sais pas, des agents, il y en a, il a eu de la prise d'infos, lui, au niveau d'éventuels coureurs ou coureuses à placer. Ça passe par lui. Vincent est quelqu'un qui a un très gros réseau et des gens l'appellent régulièrement, que ce soit pour parler de ma petite entreprise ou autre. D'abord, c'est quelqu'un qui est passionnant sur plein d'aspects, qui a énormément d'histoires à raconter. C'est quelqu'un qui est très respectueux et très respecté dans le cyclisme professionnel. C'est quelqu'un qui nous apporte beaucoup. Il nous conseille. Il nous dit quand on est complètement fou. Mais je crois qu'il aime aussi notre folie. Parce que ça lui rappelle sans doute un peu ce qu'il a fait lui quand il a lancé Petit Casino, c'est votre équipe, parce que pour rappel, il y a quelques années, quand il faisait Petit Casino, c'est votre équipe, avant les grandes plateformes de financement participatif, lui il l'avait fait avec des chèques qu'il recevait directement. Donc finalement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est presque une continuité avec les outils d'aujourd'hui de ce qu'il a pu initier dans les années 90. Donc c'est assez amusant et avoir son œil, son expérience et ses conseils, c'est extrêmement précieux pour nous et c'était essentiel aussi pour le développement du projet. J'aurais essayé d'avoir 2-3 noms d'anciens coureurs de Décathlon AG2R qui seraient en fin de contrat à fin 2026 et qui voudraient intégrer ma petite entreprise pour se lancer un dernier défi, voilà. Mais j'aurais essayé, mais j'aurais pas. Là. J'ai pas réussi. Bon, on n'aura pas de nom. Et très bien. Merci infiniment, Michael, pour ce podcast, le coup tordu. On va suivre bien évidemment le projet Ma Petite Entreprise. Et puis j'ai envie de dire, on va se retrouver. C'est ce que j'avais dit à Geoffrey Coupé quand on l'avait vu quand l'équipe Philippe Wagner était montée en Conti l'année dernière. J'avais dit on retrouve des coureurs, on retrouve quelqu'un de l'équipe dès que la première course est gagnée. C'est arrivé quelques semaines après. Donc moi j'ai envie de dire, Michael, on se retrouve dès que Ma Petite Entreprise remporte sa première victoire professionnelle. Ça sera avec plaisir. On va tout faire pour réussir ce projet. Encore une fois, on avance avec beaucoup d'humilité. C'est compliqué, c'est pas gagné. On est dans la bonne direction. Si les gens sont séduits par ce qu'on fait, comprennent l'émotion qu'on a envie de transmettre, parce que tu parlais d'émotion tout à l'heure, c'est vraiment ça. Et ont envie de rentrer dans ce collectif et dans cette émotion collective. Faut qu'ils nous appellent. Et plus on est de fous, et plus on aura de bons coureurs et de bons coureuses, et plus on aura de résultats, et plus on va renverser la table et faire quelque chose qui s'est jamais fait. Et c'est cool. Je sais que dans la voile, ça s'est fait. Dans le rugby, il y a un peu cette culture aussi du collectif comme ça. Ça existe aussi dans le vélo, parce qu'il y a des équipes comme Intermarché qui ont des collectifs aussi comme ça. Nous, c'est le cœur du projet. C'est ce collectif, ce peloton. Faut venir maintenant. Très bien, Ma Petite Entreprise, allez taper, allez googliser tout ça, allez retrouver tout ça sur les réseaux sociaux. Et voilà, même s'il n'y a pas d'euros à mettre dans l'histoire, allez liker tous les réseaux sociaux, allez donner de la force pour suivre les aventures de Ma Petite Entreprise. Merci beaucoup, Michael. Merci Vincent. Et on se retrouve très très vite pour la suite. On va suivre ça. On suit ça depuis pas mal de temps dans le coup tordu. C'était un vrai plaisir de t'avoir. T'as pu répondre à nos questions. Et on suivira bien évidemment la suite des aventures. Et pour terminer le podcast, je vais quand même vous donner mes pronostics. Voilà, je vais le faire rapidement pour la 11e étape du Giro. Donc j'en parlais en début de podcast, juste avant de recevoir Michael. On a rentré aujourd'hui la 3e place de Ethan Hayter. La cote était à 6. Je rappelle que jouer avec excès comporte des risques. On fait du management bankroll. On fait pas n'importe quoi. Alors pourquoi j'ai pas de sortie de podcast pour la 10e étape du Giro? Parce que j'ai tout simplement retenu la leçon du Tour de Romandie, où j'avais été, on va dire, un petit peu vite sur la météo, même si j'avais enregistré le podcast la veille au soir,
très très tard. La météo, les informations qui ont été données pour la météo n'étaient pas les bonnes et donc derrière, je me suis retrouvé à jouer contre Remco, qui aurait dû avoir de la flotte et finalement il a pas eu de flotte à Genève sur le Tour de Romandie. Et donc du coup le bet est pas passé là. Vous m'êtes un petit peu tombé dessus. T'aurais dû attendre. Pourquoi t'as pas été plus patient. Donc du coup il y a pas eu de podcast. J'ai vraiment attendu le dernier moment et je vous ai envoyé les pics sur X, sur Twitter, 20 minutes avant le coup d'envoi de la course et parce que je voulais être sûr de la météo et donc on rentre le top 3 des time haters, la cote à 6. Alors pourquoi j'utilise X et non le reste, c'est pour répondre à la question que Damien m'a posé sur Facebook. Sur Facebook, c'est interdit. Voilà, sur Facebook, je ne peux pas poser de pronos, je ne peux pas vous faire de récap des paris, tout simplement parce que je l'ai déjà expliqué, je me prends des strikes, des avertissements. Dans les conditions générales d'utilisation de Facebook, c'est strictement interdit, ce qui est totalement hypocrite d'ailleurs, parce qu'on voit les gros sites de paris sportifs faire de la publicité sponsorisée sur ce même réseau social, mais c'est-à-dire Patrick Bruel, lui, peut mettre de l'argent pour faire de la pub sur Facebook, mais pour son site de paris sportif, mais moi je ne peux pas vous proposer un prono, même un prono sans mettre de cote, je me prends un strike dans la tronche. Donc les pronos, je vous les donne dans le podcast et je vous fais généralement un petit récap une demi-heure, 3/4 d'heure avant sur X, sur Twitter. Alors faut quand même mieux écouter le podcast parce que généralement quand je vous donne un pic, généralement le lendemain matin, juste avant la course, quand je fais le récap, les cotes sont flinguées. Donc la priorité, bien évidemment, elle reste à ceux qui écoutent le podcast. Donc 11e étape du Giro. Je vous invite à aller mater la preview de Thibaut sur Vélo Futé. On en parlait tout à l'heure avec Enzo. Sa preview également sur son site The Big Gear. Donc étape clairement pour les échappés, clairement pour les baroudeurs. On va dire que à 95%, j'exclus un JC Day. Il faudra vraiment des circonstances particulières. Alors le seul truc qui me fait dire qu'on pourrait peut-être aller sur un JC Day, c'est les UAE. Est-ce qu'ils vont pas chercher à glisser Brandon McNulty dans l'échappée pour foutre un petit peu le bordel du côté de la Bora? Est-ce que Tonton Roglic justement ne laisserait pas partir Brandon McNulty? Donc dans ce cas-là, ça serait plus un JC Day, mais une étape pour les échappés avec McNulty qui irait prendre le maillot rose. Donc c'est un scénario que je n'exclus pas. On pourrait éventuellement avoir un peu de pluie en milieu d'étape. Bon, pareil, au niveau de la météo, c'est un petit peu bacala, on sait pas vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une grosse plaine jusqu'à l'ascension du premier col qui va arriver au 76e kilomètre. Il est possible que ça ne débranche pas pendant 1h30. Quand une étape comme ça est on va dire favorable aux baroudeurs, tant que les équipes n'y trouvent pas leur compte, ça peut mettre énormément de temps à sortir. Maintenant, bien évidemment, ça peut sortir avant. Et si ça sort avant, faudra être un bon rouleur pour prendre l'échappée, vu que c'est du plat avant ce col de première catégorie. Donc moi, j'ai envie de vous dire, je vais vous donner 2 pronostics que je cible sur cette étape. Un mec fort en contre-la-montre qui a des capacités de rouleur et qui a à la fois des capacités de grimpeur. Un grimpeur rouleur, c'est ce que je vois pour cette étape. Donc les 2 noms que je vais vous donner, le premier c'est Wilco Kelderman qui a déjà terminé 2e d'une étape. Du côté des Visma, on a compris, Simon Yates c'est vraiment 3e rideau. On n'est pas là pour jouer un véritable classement. On a compris qu'on n'allait pas gagner le Giro avec Simon Yates. C'est pas encore du grand Simon Yates. On va le protéger au classement général s'il prend quelques places, mais pour l'instant je pense qu'on est plutôt sur les étapes. Donc Wilco, la cote victoire à 42,50. Je pense qu'il y aura du top 3 également. On couvrira aussi avec du top 3. Donc les top 3 malheureusement faudra attendre mercredi dans la matinée. Et le deuxième pick, c'est Marco Frigo que je prends également. Alors ça fait un peu doublon parce que je l'ai en capitaine dans ma Ligue 2 sur sa limite, mais comme je suis un petit peu loin sur la Ligue 2 pour l'instant, donc pareil, Frigo qui répond complètement aux caractéristiques du coureur qui va remporter cette étape. Je l'ai chopé à 28,75. Pareil, on couvrira avec du top 3. Donc au niveau des mises, à chaque fois vous prenez 50 et puis vous divisez par la cote. Donc je crois que ça fait à peu près du cote 1,25 de 0,0125, en gros 1,25€ sur une bankroll de 10 000 € pour la cote de Wilco Kelderman. Et pour Frigo, c'est un petit peu plus, ça doit être du 2,30, 2,40, 2,30€, 2,40€ pour un petit peu moins, un petit peu moins de 2, ça doit être 1,90€ pour la victoire de Frigo sur une bankroll à 10 000 €. Donc voilà, c'est un petit peu ma méthode de jouer, mais encore une fois,
La gestion de bankroll, c'est vraiment quelque chose qui est individuel. On en parlera longuement avec Benoît Tréanton dans le nouveau podcast qu'on vous prépare, qui va s'appeler Dans la tête d'un parieur, qui va sortir dans les jours qui viennent. Voilà, on est en cours de finalisation avec avec Benoît. N'oubliez pas de vous abonner à tous les réseaux sociaux du Coup Tordu, TikTok, Facebook, Instagram et sur X aussi. Et puis Enzo, donc analyste Phoenix, et puis la Tib alias Thibaut, à retrouver sur X, sur Twitter, et puis toutes ces previews également à retrouver sur le site Vélo Futé. Et on se retrouve demain pour la preview de la 12e étape. Ciao les amis.